novembre 1991. Par une nuit où une pluie torrentielle s'abattait sur la Provence dans un moulin à huile de Villeneuve-sur-Durance, une jeune femme de 32 ans, la belle-fille du propriétaire, a disparu. Cécile Fournier, une femme qui de l'aube au crépuscule pressait les olives et son bébé sur le dos parcourait les environs pour ses livraisons. Tout ce qu'elle laissa derrière, elle fut son jeune fils et une rumeur sordide, elle se serait enfuie, prise d'une folle passion pour la danse et un autre homme. Son mari Jean-Pierre a présenté le témoignage d'un ami qui prétendait l'avoir vu partir avec un inconnu. Sa belle-mère Martine a fait le tour des commerçants du marché leur offrant des croissants pour mieux répandre la prétendue dépravation de sa belle-fille. À une époque sans téléphone portable ni caméra de surveillance, la gendarmerie n'a pas eu le moindre soupçon et a rapidement classé l'affaire. 6 ans plus tard, elle est revenue, du plus froid et du plus sombre des endroits, sous la sole de la cheminée, réduite à l'état de squelette. Le plus choquant fut la petite bague en or qu'elle serrait encore fermement dans sa main. La bague qu'elle avait reçue pour le baptême de son fils. Jusqu'à son dernier souffle, elle ne l'avait pas lâchée. Accusée à tort d'être une femme volage, elle a passé 6 ans sous terre. Qui l'a emmurée sous ce ciment? Et pourquoi? Et quel secret cachait cette famille qui l'avait transformée en une femme méritant la mort? Un commissaire bien décidé à réparer son erreur d'il y a 6 ans a commencé à creuser la vérité, révélant le visage hideux d'une famille au-delà de toute imagination. Avant de commencer notre récit, si vous appuyez sur le bouton d'abonnement, vous recevrez en cadeau une journée radieuse. L'histoire de ce jour-là commence maintenant, novembre 1997. Un vent glacial qui pénétrait jusqu'à la moelle soufflait sur les allées du marché de Villeneuve-sur-Durance. À la radio, on ne parlait que de la crise économique et du chômage de masse, et les visages des commerçants étaient assombris. « Mon Dieu, le pays va mal, comment va-t-on s'en sortir ?» laissa échapper un marchand en soupirant lourdement. Fendant cet air lourd et humide, 2 fourgons noirs s'arrêtèrent brusquement devant le moulin à huile, le Moulin d'Or, dans un crissement de pneus. Les portières s'ouvrirent et 5 ou 6 hommes costauds en sortirent en trombe. Cheveux coupés courts vêtus de blousons larges, ils firent irruption dans la cour du moulin aussi brutalement que des soldats partant au combat. « Allez, sortez tout, et vite !» hurla leur chef. À son cri, les poules qui picoraient paisiblement dans la cour s'envolèrent dans un caquettement de panique. Cet espace paisible, habituellement embaumé par l'odeur d'huile d'olive fraîche, se transforma en un instant en un véritable chaos. Martine Dubois, 68 ans, qui nettoyait la presse, fut si surprise qu'elle laissa tomber le chiffon qu'elle tenait et cria « Mais enfin, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites à entrer chez les gens comme ça sans même vous essuyer les pieds ?» Martine, gantée de caoutchouc, tenta de barrer le passage à l'un des hommes. Après plus de 40 ans passés à se battre sur les marchés, son regard était assez perçant pour intimider n'importe quel gaillard. Mais le chef des déménageurs ne s'y a pas. Il sortit une liasse de papier de sa poche et la lui enfonça brutalement contre la poitrine. « Nous venons du tribunal. Exécution d'une ordonnance d'expulsion. » La voix sèche de l'homme résonna dans la cour. Martine jeta les papiers par terre et se mit à hurler. « Une expulsion? Quelle expulsion? C'est ma maison ici. Ma maison, vous entendez. » Le chef ignora les papiers au sol et fit un signe de tête à ses hommes. « Commencez le travail. Si elle résiste, sortez-la. » À peine ces mots prononcés, les hommes entrèrent dans la maison chaussures aux pieds. Bientôt, on entendit le bruit d'une porte d'armoire qui se brisait et des draps et des vêtements commencèrent à être jetés sur le sol boueux de la cour. « Ça, le type lâchez ça, vous serez maudit !» Martine s'agrippa au bras d'un des hommes, mais elle n'avait aucune chance contre la force de ces colosses. Le chef s'accroupit devant Martine, effondrée en sanglots sur le sol. Un sourire narquois aux lèvres, il lui dit « Mémé, si vous n'êtes pas contente, c'est à votre fils qu'il faut vous en prendre. Vous ne saviez vraiment pas que Jean-Pierre avait hypothéqué la maison pour payer un usurier. » Les pleurs de Martine s'arrêtèrent net. Ses pupilles se mirent à trembler comme lors d'un séisme. Le visage exsangue, elle tourna lentement la tête. « Quoi, Jean-Pierre? C'est Jean-Pierre qui a fait ça. » Son regard se posa sur un coin de la pièce. Là, Jean-Pierre était plaqué contre le mur, tremblant comme une feuille. Son fils de 38 ans, un adulte, était recroquevillé comme une souris. « Jean-Pierre, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est vrai que tu as pris les papiers de la maison ?» demanda Martine d'une voix tremblante. Jean-Pierre, la tête basse, ne dit pas un mot. Le chef des déménageurs asséna le coup de grâce d'une voix glaciale. Ses dettes de jeu dépassent les 300 000 francs. Avec les intérêts, on est à 500 000. À ces mots, les genoux de Martine fléchirent. Elle qui avait passé 40 ans à presser de l'huile, ne vivant que pour son fils,
n'arrivait pas à croire qu'il avait volé les titres de propriété pour les flamber au jeu. Assise dans la boue, elle fixait le vide. « Comment as-tu pu me faire ça ?» C'est alors qu'un vrombissement se fit entendre derrière le moulin. Une énorme pelleteuse se frayait un chemin dans la ruelle étroite. L'usurier qui la suivait fit un signe au chef des déménageurs en criant « Et il y a la remise derrière, non, rasez-moi ça d'abord. Je veux faire un parking. » En entendant le mot « remise », les yeux vides de Martine s'illuminèrent soudain. Ce mot la ramena brusquement à la réalité. Elle se releva d'un bond et courut frénétiquement vers l'arrière de la maison. Non, pas cette pièce. Surtout pas cette pièce. Martine se plaça devant la pelleteuse, les bras en croix. Le conducteur freina brusquement et cria agacé « Et la vieille, vous voulez mourir ou quoi, dégagez ?» Mais Martine ne bougea pas et se mit à hurler de plus belle. « Surtout pas, je vous dis, c'est une pièce hantée. Si vous y touchez, il arrivera un grand malheur. » Le tumulte attira les commerçants du marché qui commencèrent à regarder par-dessus la clôture. L'usurier fit un geste agacé à ses hommes. « Hantez mon œil, sortez là de là et finissez-en. » 2 hommes s'approchèrent et saisirent brutalement Martine par les bras. Elle se débattit, mais fut traînée de force. « Lâchez-moi. Salopa cette pièce, je vous en supplie. » Ignorant les cris désespérés de Martine, la pelleteuse dans un grand fracas percuta le mur fragile de la remise. Vroom, le mur de pisé, s'effondra sans résistance, et les vieilles tuiles romaines dévalèrent comme une cascade. La pelleteuse creusa une nouvelle fois profondément le sol brisant et retournant la sole de l'ancienne cheminée. « Plus profond, raclez-moi tout ça jusqu'au fond », pressa l'usurier. Le conducteur tira sur un levier. Sous la terre, un bloc de ciment apparut, et de la fissure de ce bloc, quelque chose dépassait. Le conducteur de la pelleteuse, sentant que quelque chose clochait, coupa le moteur. « Ah, c'est quoi ça ?» Il descendit de sa cabine et regarda à travers la poussière. Une forme blanche était vaguement visible. En s'approchant pour mieux voir son visage, devint livide. Des os, ce sont des os. C'était bien des os. À côté de ce squelette couvert de poussière gisait un foulard à motifs floraux usés. Au-dessus, un crâne, les orbites vides tournées vers le ciel. « Ah, un corps des os humains !» cria l'un des badauds. La scène fut instantanément saisie par l'horreur et suite à un appel, une voiture de la gendarmerie arriva sirène hurlante. 30 minutes plus tard, le commissaire Leclerc souleva le ruban de sécurité et entra sur les lieux. « La scène est bien préservée, la scientifique est prévenue », demanda le commissaire, un vétéran de 48 ans, en balayant la zone du regard. S'arrêtant un instant devant le squelette, son regard se fit plus intense. Il tourna la tête vers Martine Dubois, assise dans un coin de la cour. « Et cette vieille dame, comment va-t-elle » Martine fixait les os comme si elle avait vu un fantôme. Ses lèvres tremblaient et ses mains agrippaient son tablier comme pour le déchirer. Le regard de Leclerc se tourna ensuite vers le coin de la maison. Cet homme, c'est le fils. Jean-Pierre avait complètement tourné la tête, évitant à tout prix de regarder l'endroit où les os avaient été découverts, comme si le simple fait de regarder allait déclencher une catastrophe. Irréversible. Leclerc observa en silence les réactions opposées, mais étrangement complémentaires des deux. Intéressant. Leurs réactions sont un vrai spectacle. Un souvenir d'il y a 6 ans traversa l'esprit de Leclerc. L'époque où la disparition soudaine de la belle-fille Cécile Fournier avait été signalée. À l'époque, il avait cru la version de la famille selon laquelle elle s'était enfuie avec un amant et avait classé l'affaire comme une simple fugue. J'aurais dû creuser un peu plus à ce moment-là. Leclerc regarda de nouveau le vieux foulard à motifs floraux à côté du crâne. Du plus froid et du plus sombre des endroits. Sous la sole de la cheminée, Cécile était réapparue au monde après 6 ans sous la forme d'un squelette. Leclerc murmura à voix basse « Vous voilà enfin rentré à la maison. » Ce fut une bien longue escapade. Dans un coin du bureau de la brigade de recherche de la gendarmerie de Carpentras, un carton poussiéreux fut posé bruyamment sur un bureau. Un rayon de soleil d'après-midi filtrant par la fenêtre illuminait les particules de poussière en suspension. Le commissaire Leclerc déglutit et ouvrit le carton. Une odeur de moisi s'en échappa, révélant des liasses de papier jauni. Fiou, 6 ans. Ça a eu le temps de bien vieillir tout ça. Leclerc, chassant la poussière d'un revers de main, sortit un dossier sur lequel était inscrit 1991. Dossier d'enquête sur la disparition de Cécile Fournier. Ce titre défraîchi lui sauta aux yeux. Il ajusta ses lunettes et commença à tourner les pages, reconstituant les événements de l'époque. Les mots sur le papier étaient secs, mais leur contenu était d'une négligence affligeante. Déclarant Jean-Pierre Dubois, mari de la disparue.
affirme que sa femme a abandonné son enfant en bas âge et s'est enfuie en pleine nuit. Leclerc laissa échapper un rire incrédule et continua sa lecture. La note de l'enquêteur de l'époque était encore plus consternante. S'appuyant uniquement sur les déclarations de la famille, il avait conclu à une fugue due à une liaison extra-conjugale et avait clos l'affaire. Parti avec un amant. Et ils ont gobé ça sans même vérifier. Leclerc exaspéré déboutonna le col de sa chemise en marmonnant. Au milieu du dossier, une déposition de témoin attira son attention. Elle relatait avoir vu Cécile, le jour du marché, monter dans un car pour Avignon, en compagnie d'un homme inconnu. Leclerc vérifia l'identité du témoin et frappa le bureau du poing. Merde alors. Le témoin est un ami d'enfance de Jean-Pierre. Ils se sont mis d'accord pour raconter des salades. Son collègue sursauta. À l'époque, la police n'avait même pas cherché à vérifier ce mensonge évident, cataloguant Cécile comme une mère indigne qui avait abandonné son enfant. Leclerc referma brutalement le dossier et se leva. Ce n'est pas une enquête, c'est une dictée. On reprend tout à zéro. Le dossier sous le bras, il quitta le bureau. Il ne se dirigea pas vers la scène de crime, mais vers une agence du Crédit Agricole en ville. Il devait vérifier les relevés bancaires, une piste cruciale qui avait été complètement ignorée à l'époque. L'employé de la banque, après avoir vérifié sa carte de police, alla chercher dans les archives de vieux registres informatiques. Monsieur le commissaire, voici les transactions de Madame Cécile Fournier pour l'année 1991, comme vous l'avez demandé. Leclerc s'empara des documents imprimés. En parcourant les colonnes de chiffres, son doigt s'arrêta sur une date précise. Le 14 novembre 1991, exactement 2 jours avant la disparition de Cécile, un retrait de 30 000 francs. Vu le coût de la vie à l'époque, c'est l'équivalent d'un apport pour un appartement. Le regard de Leclerc s'aiguisa. La personne qui s'apprêtait à fuir n'avait pas retiré l'argent pour l'emporter, mais l'avait viré à quelqu'un. En vérifiant le nom du destinataire, Leclerc appela immédiatement la gendarmerie pour une vérification d'identité. Le nom qu'on lui donna était celui d'un usurier tristement célèbre dans la région. Cécile ne préparait pas sa fuite, elle remboursait une dette. Raccrochant, Leclerc retourna au dossier et appela un jeune inspecteur. « Fais-moi une recherche complète sur Jean-Pierre Dubois, ses antécédents de jeu, tout ce que tu peux trouver avant 1991. Je veux tout jusqu'au dernier centime. » L'inspecteur, impressionné par la détermination de Leclerc, se mit au travail sans discuter. 1 heure plus tard, les yeux rivés sur son écran, il s'exclama « Commissaire, j'ai trouvé, Jean-Pierre a été poursuivi en justice pour une affaire de jeu en 91. La somme réclamée était de 30 000 francs pile. » Le visage de Leclerc se durcit. Toutes les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. La somme considérable retirée par Cécile n'était pas pour sa fuite, mais pour rembourser les dettes de jeu de son mari. Alors comme ça, elle se saigne aux 4 veines pour éponger les conneries de son mari, et lui, il va raconter partout qu'elle est partie avec un amant. Leclerc, réprimant sa colère, enfila son imperméable et se dirigea vers le marché. Le marché était animé par les gens venus faire leurs courses du soir. Leclerc entra dans une vieille boulangerie située près du moulin à huile. La boulangère qui coupait une fougasse au milieu des vapeurs chaudes le reconnut et écarquilla les yeux. « Oh, monsieur le commissaire, après tout le drame d'hier, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Les affaires marchent. Je suis venu vous poser quelques questions sur une affaire d'il y a 6 ans. Vous vous souvenez de Cécile Fournier ?» À cette question, la boulangère arrêta son geste et hocha la tête. Son expression mêlait pitié et malaise. « Bien sûr que je m'en souviens. Cette pauvre belle fille si gentille. Tout le village disait qu'elle s'était enfuie avec un amant. Cette rumeur, justement, qui l'a lancée au juste ? Vous l'avez vue vous-même partir avec un autre homme ?» demanda Leclerc en la fixant droit dans les yeux. La boulangère jeta un regard discret autour d'elle, puis baissa la voix. « Moi, je n'ai rien vu du tout. C'est sa belle-mère Martine qui a raconté ça. Le lendemain de la disparition de sa belle-fille, elle a fait le tour de tous les commerçants du marché avec des croissants et de l'huile d'olive. Des croissants. Alors que sa belle-fille venait de disparaître, c'est bien ça le plus étrange. Elle pleurnichait en disant que sa belle-fille, une mauvaise mère, avait abandonné son petit pour suivre un danseur. Comment ne pas la croire ? Leclerc nota scrupuleusement les informations dans son carnet. Dès la disparition de la victime, les coupables avaient commencé leur travail de sape pour la transformer en la pire des femmes. « Et vous, madame, vous y avez cru ?» À cette question, la boulangère laissa échapper un « pfff » dédaigneux. « Allons donc, cette belle fille était un vrai bourreau de travail.
Elle pressait l'huile du matin au soir, livrée avec le petit sur le dos. Elle n'avait même pas le temps de respirer, alors une liaison. Mais alors pourquoi personne n'a rien dit à la police à l'époque ? Demanda Leclerc avec amertume. La boulangère soupira profondément. Qui irait se mêler des affaires des autres ? Et puis vous connaissez le caractère de Martine. Si on la contrarie, on se fait insulter copieusement. Alors tout le monde a préféré se taire. Leclerc quitta la boulangerie et fit le tour des autres commerces, le marchand de primeurs, la quincaillerie, le traiteur. Leurs témoignages concordaient tous. Cette belle fille, elle faisait vraiment pitié. Elle était à bout à cause de sa belle-mère. Si elle n'était pas partie, elle serait morte de chagrin, c'est sûr. Mais en fait, elle n'est jamais partie. Mon Dieu. Finalement, Leclerc poussa la porte d'un petit bar-tabac au bout de la ruelle du marché. La patronne, assise au milieu d'un nuage de fumée de cigarettes, se leva tendue en voyant le regard perçant du commissaire. Leclerc s'installa à une table dans un coin et alla droit au but. « Madame, vous vous souvenez de Jean-Pierre Dubois il y a 6 ans ?»« Oui, c'était un habitué, alors oui, je le connais. » répondit la patronne en évitant son regard. Il paraît que dès le lendemain de la disparition de sa femme, il passait ses journées ici. Le visage de la patronne devint blême. Eh bien, il venait tous les jours, soyez franche, insista Leclerc en tapotant la table. La patronne résignée soupira. Oui, il venait presque tous les jours. Il restait là toute la journée à boire son café et à discuter. Leclerc referma son carnet d'un coup sec. Donc sa femme a disparu, on ne sait pas si elle est vivante ou morte, et lui, au lieu de la chercher, il passe son temps à se la couler douce au bistrot. La patronne, sans voix, baissa la tête. Sur le chemin du retour, Leclerc serra si fort le volant que ses jointures blanchirent. Cette famille avait complètement isolé Cécile, et même après sa mort, ils avaient sali sa mémoire. La belle-fille qui a pris un amant, la mère qui a abandonné son fils. Ils l'ont tuée, et pour soulager leur conscience, ils ont chargé la morte. Leclerc grinça des dents. De retour à la gendarmerie, il se dirigea directement vers le bureau de son supérieur et lui tendit son rapport. « Mon commandant, l'affaire Cécile Fournier n'est pas une simple fugue. Je requalifie l'enquête pour séquestration suivie de mort et homicide. Je veux qu'on arrête toute la famille. » Le commandant, après avoir parcouru le rapport au chat, la tête d'un air grave. « D'accord. Lancez les convocations. On commence tout de suite. » Le lendemain matin, Martine Dubois était assise dans la salle d'interrogatoire à l'atmosphère glaciale. Elle gardait la tête haute, mais ses yeux trahissaient son anxiété. Le commissaire Leclerc s'assit en face d'elle et jeta une épaisse liasse de documents sur la table. « Madame Dubois, que s'est-il passé avec votre belle-fille Cécile Fournier ? Il y a 6 ans, arrêtons la comédie. » Martine croisa les bras et répondit d'un ton venimeux. « Cette fille s'est suicidée à cause de ses dettes. On a eu peur, alors on l'a juste enterrée, c'est tout. C'est un crime d'enterrer une morte par pitié. Elle s'est suicidée. Une femme qui venait d'envoyer une grosse somme d'argent à un usurier pour rembourser une dette se tue 2 jours plus tard. Leclerc lui mit le rapport d'autopsie de l'Institut médico-légal sous le nez. Vous voyez ça, fracture du crâne par enfoncement. La marque d'un coup violent porté avec un objet contondant. En voyant la photo du crâne brisé, les yeux de Martine se mirent à vaciller de manière incontrôlable. Mais elle continua de nier farouchement. « Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Comment je pourrais savoir où elle s'est fait frapper avant de rentrer ?» Leclerc se pencha vers elle, la regardant droit dans les yeux, et gronda à voix basse. « Madame Dubois, votre belle-fille n'a pas été frappée dehors. Elle a été frappée à l'intérieur, par quelqu'un de très très proche. » Martine détourna le regard et serra les lèvres. Un silence de mort s'installa dans la pièce. Isabelle Blanchard, la propriétaire de l'épicerie voisine du moulin à huile, n'osait même pas franchir le seuil de sa boutique. Elle restait là hébétée. Dans la cour du moulin, encerclée par le ruban jaune de la police, des gendarmes en uniforme s'activaient tandis que les journalistes mitraillaient la scène de flash. « Mon Dieu, alors c'est vrai, ils ont vraiment trouvé un corps. Sous la cheminée. » La remarque d'un passant fit sursauter Isabelle. Le panier d'anchois séchés qu'elle tenait se mit à trembler et finit par se renverser sur le sol. Les anchois s'éparpillèrent dans la poussière, mais elle n'eut même pas la présence d'esprit de les ramasser. « Isabelle, fais attention, tu as tout renversé !» cria son mari de l'intérieur, mais le son lui parvint comme un bourdonnement lointain. Son regard était fixé sur l'emplacement de l'ancienne cheminée de la remise que les gendarmes avaient éventrée. Les aiguilles de l'horloge dans sa tête se mirent à tourner à l'envers. Ce jour-là aussi, il pleuvait des cordes, murmura-t-elle les lèvres sèches. Novembre 1991.
Une nuit où une pluie d'automne particulièrement sinistre et violente s'abattait sur la région. Isabelle avait rapidement rangé sa boutique et s'était couchée dans l'arrière-salle. Le bruit de la pluie sur le toit était si assourdissant qu'elle n'entendait même pas la radio. « Quel temps de chien !» grommela-t-elle en remontant la couverture jusqu'au menton. C'est alors qu'un bruit sourd traversa le vacarme de la pluie. Un paf lourd, comme si on avait jeté un sac pesant par terre. Instinctivement, Isabelle se redressa et colla son oreille au mur. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Elle retint son souffle. Le son venait clairement de la remise du moulin à huile. Juste après, le cri bref d'une femme étouffée par la pluie lui parvint faiblement. « Ah !» Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. C'était sans aucun doute la voix de Cécile. Puis elle entendit un bruit de frottement comme si on traînait quelque chose de lourd sur le sol. Le son sinistre traversa le mur. « Il y a quelqu'un, ils se battent. » Isabelle s'approcha de la fenêtre, écarta légèrement le rideau et regarda dehors. La cour du moulin était plongée dans une obscurité totale, sans la moindre lumière. Mais dans le noir, elle entendit des murmures. « Vite par ici !» Elle ne pouvait pas distinguer si c'était une voix d'homme ou de femme, mais il était clair qu'il y avait plus d'une personne. Prise de peur, Isabelle referma vivement le rideau et se blottit sous sa couverture. Son cœur battait si fort qu'elle ne put fermer l'œil de la nuit. « Ce n'est rien, sûrement une grosse dispute de couple », se dit-elle pour se rassurer, attendant l'aube avec impatience. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais le ciel était encore gris. Alors qu'Isabelle ouvrait sa boutique et cherchait un balai pour nettoyer, elle entendit la porte de la maison voisine s'ouvrir. « Aïe, j'ai mal partout !» Martine sortait de la direction de la remise en se tenant le dos. Elle regarda nerveusement autour d'elle, puis se mit à poser un énorme cadenas sur la porte de la remise. C'était étrange, car d'habitude elle ne fermait jamais rien à clé. Isabelle s'approcha avec son balai. « Martine, pourquoi vous fermez ça à clé sitôt vous cachez un trésor ?» Martine sursauta et se retourna. Elle avait des cernes noires sous les yeux et son visage était blafard. « Oh ! Ah ! La chaudière est en panne et la réparation coûte trop cher. Alors je vais m'en servir comme débarras, » répondit-elle d'une voix confuse en évitant son regard. La chaudière, mais elle marchait très bien hier. La remarque d'Isabelle fit changer le ton de Martine. « J'en sais rien, elle a dû lâcher, elle était vieille. Pourquoi tu t'intéresses autant à la chaudière des autres ?» Devant cette réaction agressive, Isabelle gênée changea de sujet. « Oh, je demandais juste, au fait, on ne voit pas votre belle-fille. Elle est déjà partie en livraison. » À cet instant, le visage de Martine se glaça. Elle passa une main nerveuse dans ses cheveux en désordre et lança d'un ton venimeux « Elle est partie. Elle s'est enfuie avec un amant. Elle a abandonné son fils, un bébé, et a décampé en pleine nuit. Quoi, Cécile Allon, c'est impossible. Elle adore son fils. » Isabelle avait l'air incrédule, mais Martine, sans un mot de plus, tourna les talons et rentra chez elle. Quelques jours plus tard, Martine se présenta à la boutique d'Isabelle avec une bouteille d'huile d'olive. C'était surprenant venant d'une femme connue pour son avarice. « Tiens, c'est pour toi. Les affaires sont dures en ce moment, ça te servira pour la cuisine, » dit Martine en posant la bouteille sur le comptoir. Isabelle refusa. « Oh non, je ne peux pas accepter ça gratuitement. C'est cher. Si, prends-la. On est voisines après tout. Il faut bien s'entendre. » Le regard de Martine était un mélange étrange de supplication et de menace. Isabelle se souvint des bruits qu'elle avait entendus cette nuit-là. Le coup sourd, le cri bref, le bruit de quelque chose qu'on traîne. « Merci, c'est gentil. » Isabelle accepta finalement la bouteille. C'était le prix tacite de son silence. Pendant les 6 années qui suivirent, Isabelle observa attentivement la remise. Jamais même en plein hiver on n'y alluma de feu. Elle ne vit jamais personne y entrer. Cette pièce va finir par être vraiment hantée. Quand les clients chuchotaient, Isabelle sentait son cœur se serrer, mais elle gardait le silence. La peur de ce qui pourrait lui arriver si elle se mêlait des affaires de ses voisins était plus forte que sa conscience. Le souvenir d'Isabelle revint au présent. Derrière le ruban de la police, le squelette recouvert d'un drap blanc était emporté sur une civière. Pauvre Cécile. En écrasant les anchois renversés, Isabelle rentra dans sa boutique comme pour fuir. Le lendemain, sous prétexte d'être convoquée pour un témoignage, Isabelle se rendit à la gendarmerie. En réalité, elle voulait surtout se débarrasser du poids qu'elle avait sur le cœur. En traversant le couloir, une silhouette familière attira son attention. Un petit garçon d'environ 10 ans était assis recroquevillé sur une chaise. C'était le fils que Cécile chérissait tant. Isabelle s'arrêta et l'observa. L'enfant avait la tête enfouie dans ses genoux. Ses baskets usées retinrent son attention. « Mon Dieu, le bout est tout troué.
Personne ne s'occupe de lui depuis que sa mère est partie. Une plainte s'échappa des lèvres d'Isabelle. Elle imagina sans peine comment cet enfant avait grandi pendant 6 ans entre un père joueur et une grand-mère cruelle. Elle se souvint de Cécile portant ce même enfant alors bébé dans un porte-bébé pour faire ses livraisons. « Madame, il faut que je travaille encore plus dur pour payer les études de mon petit Lucas. » Le visage souriant de Cécile essuyant la sueur de son front lui revint en mémoire. Les yeux d'Isabelle s'embuèrent. Elle sentit sa poitrine se serrer. « J'ai été lâche. J'ai fermé les yeux et les oreilles pour une bouteille d'huile d'olive. » Elle quitta la gendarmerie en courant et rentra chez elle. Après avoir fermé sa boutique, elle se mit à fouiller dans de vieilles boîtes poussiéreuses au fond de son débarras. Où est-ce que je l'ai mis ? J'étais sûre de l'avoir rangé ici. Après un long moment, elle trouva un vieux carnet à spirale. D'une main tremblante, elle l'ouvrit à la page de novembre 1991. Son doigt s'arrêta sur la date du 16. 6 novembre, nuit de pluie. Entendu un grand boom et un cri chez les voisins. Trop peur pour sortir. C'était une note brève, mais la terreur de cette nuit-là était encore palpable. « Oui, j'ai entendu. J'ai tout entendu », murmura Isabelle en serrant le carnet contre sa poitrine. Dehors, le ciel s'était assombri et la pluie se mit à tomber. Le crépitement des gouttes sur la vitre frappait sa conscience comme la pluie de cette nuit d'il y a 6 ans. Après une longue hésitation, elle décrocha le téléphone. Son doigt tremblait en tournant le cadran. « Allô, la gendarmerie de Carpentras, pourrais-je parler au commissaire Leclerc, s'il vous plaît ?» Un instant plus tard, une voix grave et posée se fit entendre. Leclerc à l'appareil. « Qui est-ce » Isabelle prit une grande inspiration. « Je suis Isabelle Blanchard, la propriétaire de l'épicerie à côté du moulin à huile. J'ai quelque chose à vous dire. » La propriétaire de l'épicerie. De quoi s'agit-il ? La voix du commissaire trahissait une pointe de curiosité. Je préférerais ne pas en parler au téléphone. J'aimerais vous voir en personne. C'est à propos de ce qui s'est passé cette nuit-là il y a 6 ans. Il y eut un silence, puis le bruit de page qu'on tourne. Cette nuit-là. Très bien. Pouvez-vous venir à mon bureau demain matin ? Non, c'est moi qui viendrai. Je préfère vous voir discrètement loin des regards. Dans ce cas, je serai chez vous demain matin de bonne heure. Isabelle raccrocha et s'effondra sur une chaise. Dehors, la pluie redoublait d'intensité comme pour laver la vérité enfouie depuis 6 ans. Enfin je parle. Cécile, pardonne-moi. Je suis tellement désolée. Les sanglots d'Isabelle se mêlèrent au bruit de la pluie. Le lendemain matin, sous un ciel maussade, Isabelle Blanchard franchit le portail de la gendarmerie. La tête basse, comme une coupable, elle serrait quelque chose contre sa poitrine. Le commissaire Leclerc la conduisit non pas dans le bureau bruyant de la brigade, mais dans une petite salle d'entretien tranquille au bout du couloir. Le crissement d'une chaise en métal sur le sol la fit sursauter. Une fois la porte fermée, Isabelle, d'une main tremblante, posa sur la table le vieux carnet à spirale qu'elle tenait. « Monsieur le commissaire, pendant 6 ans, j'ai gardé le silence comme si on m'avait cousu la bouche. Je sais que c'est impardonnable, mais j'avais peur. C'est bon, madame. L'important, c'est que vous soyez là maintenant. Prenez votre temps et racontez-moi tout ce dont vous vous souvenez. » La voix calme de Leclerc la rassura. Elle déglutit et poussa le carnet ouvert vers lui. Sur le papier jauni, la terreur de cette nuit était gravée en lettres maladroites. C'était la nuit du 16 novembre 1991. Il pleuvait comme si le ciel allait nous tomber sur la tête. Cette nuit-là, j'ai entendu des bruits très étranges venant de chez les voisins. Des bruits étranges, pouvez-vous être plus précise ? Isabelle ferma les yeux, ravivant le souvenir. D'abord, il y a eu un paf comme un coup sourd et violent. Puis, un petit cri de femme « Ah !» C'était la voix de Cécile, j'en suis sûr. Leclerc nota tout dans son carnet. Un coup et un cri. Et ensuite, j'ai entendu comme si on traînait quelque chose de lourd. Un « f » comme un frottement sur le sol. Puis après un long silence, Isabelle s'arrêta parcourue d'un frisson. Et après, qu'avez-vous entendu ? Le bruit de ciment qu'on mélange. Ce flop-flop caractéristique quand on mélange du sable et du ciment avec une pelle. J'ai entendu ce bruit pendant un long moment, à travers la pluie. Le regard du commissaire s'aiguisa. Un instant. Madame Dubois a déclaré qu'il faisait des travaux de chaudière. Avez-vous entendu des bruits de machine ? Isabelle secoua la tête fermement. Non, absolument pas. Ni pelleteuse ni perceuse. Juste le bruit d'une pelle actionnée par la force humaine. S'ils avaient utilisé des machines en pleine nuit, tout le quartier aurait été réveillé. Leclerc se pencha en avant, fixant Isabelle dans les yeux. Ce n'était donc pas de simples travaux.
Vous souvenez-vous d'autre chose, même un détail insignifiant? Isabelle soupira profondément. Le lendemain à l'aube, cette scène me hante encore. Martine était dans la cour en train de brûler quelque chose dans un vieux baril en métal. Que brûlait-elle? Des vêtements de femme assez colorés, et aussi des photos, il me semble. J'ai cru voir une photo de bébé. La voix d'Isabelle tremblait, et en même temps elle jetait une poudre blanche sur le feu, du sel. Elle en jetait des poignées en marmonnant quelque chose. C'était comme un rituel pour chasser les esprits. Elle disait des choses comme « Ne reviens pas, va-t'en loin d'ici ». Le clerc referma son carnet. Avec des soupçons aussi forts, pourquoi n'avoir rien dit avant? Isabelle baissa la tête et une larme tomba sur la table. J'avais peur. C'est juste à côté de chez moi, comment oser? Et puis Martine a dû se douter de quelque chose. Elle m'a apporté de l'huile d'olive pour acheter mon silence et j'ai fait semblant de ne rien savoir, lâchement. Isabelle essuya ses larmes. Mais hier à la gendarmerie, j'ai vu son fils, le petit Lucas. Il était seul dans un coin, le bout de ses baskets était si troué qu'on voyait ses orteils. Ça m'a fendu le cœur. Cécile l'aimait tellement. Je ne pouvais plus me taire. Le clerc se leva et s'inclina devant elle. « Merci pour votre courage. Ce témoignage est crucial. » Après avoir raccompagné, Isabelle Leclerc retourna directement au bureau et se plaça devant le tableau blanc. Les jeunes inspecteurs se rassemblèrent autour de lui tendu. « Bon, la situation a changé. Nous avons un témoin. Elle n'a entendu que le bruit du ciment qu'on mélange aucun bruit de machine. » Leclerc souligna une phrase sur le tableau. Qu'est-ce que ça signifie qu'un homme robuste aurait déjà du mal à mélanger seul du ciment à la pelle pour couler toute une dalle? Martine seule n'aurait jamais pu le faire. Elle avait un complice. À ce moment, l'inspecteur le plus jeune devant son ordinateur leva la main. « Commissaire, j'ai trouvé l'historique de pointage du beau-frère Michel Dubois. Qu'est-ce que tu as, dis-moi » Le 16 novembre 1991, Michel a demandé à quitter plus tôt son usine à Marseille. Motif affaire de famille. Il a débauché à Quinzay pour rentrer d'urgence à Villeneuve. Les yeux de Leclerc s'illuminèrent. Bingo, la date et l'heure correspondent parfaitement. Oui, et ce soir-là, il n'est pas retourné à son foyer de travailleur avant le lendemain matin. Il a été noté absent. Leclerc écrivit en grosses lettres le nom de Michel Dubois à côté de l'arbre généalogique sur le tableau. Michel Dubois, c'est notre homme clé. Il passe de témoin à suspect. Lancez une convocation et amenez-le-moi. Bien commissaire. L'après-midi, les kiosques à journaux de la ville affichaient des titres sensationnalistes « Et le drame de la crise, la belle file est murée, danse le ciment ». Les commerçants horrifiés se passaient le journal. Les journalistes flairant l'affaire assiégeaient la gendarmerie. Le commandant de retour d'un appel de sa hiérarchie posa une main sur l'épaule de Leclerc. « Leclerc, c'est la folie là, haut. L'opinion publique s'enflamme. Il faut boucler ça rapidement. Ne vous inquiétez pas, ce sera terminé avant ce soir. » Leclerc retourna dans son bureau et donna des ordres brefs et clairs à ses hommes. Convoquez Martine, Jean-Pierre et Michel, tous les trois. Ce soir, ils dorment en cellule. À la tombée de la nuit, 3 voitures de police entrèrent dans la cour de la gendarmerie. Une tension palpable régnait entre les 3 membres de la famille qui se croisèrent dans le couloir. Martine lança un regard à Jean-Pierre pour lui intimer de se taire, tandis que ce dernier tentait de rassurer un Michel terrifié. Leclerc, les bras croisés, observa la scène, puis fit un signe à ses hommes. « Qu'est-ce que vous attendez? Séparez-les. Je ne veux même pas qu'ils puissent échanger un regard. » Les gendarmes les poussèrent brutalement dans des salles d'interrogatoire distinctes. Martine dans la salle, un Jean-Pierre dans la 2 et Michel dans la 3. Leclerc prit une grande inspiration et ouvrit la porte de la salle où se trouvait Michel, le maillon le plus faible. Michel Dubois, 35 ans, était assis sur sa chaise, la jambe tremblante comme s'il actionnait une machine à coudre. Les cernes sous ses yeux et ses ongles rongés jusqu'au sang trahissaient son angoisse. Leclerc s'assit juste en face de lui. Michel Dubois, le 6 novembre 1991. « Où étiez-vous » Michel, le regard fuyant, répondit d'une voix à peine audible. « Je ne sais plus. Ça fait si longtemps. Vous ne vous souvenez pas ?» Vous avez quitté l'usine plus tôt pour rentrer à la maison. C'est écrit noir sur blanc sur les registres de l'entreprise. Leclerc jeta une copie du registre sur la table. Le visage de Michel devint blanc comme un linge. Ça, c'était parce que ma mère était malade. Leclerc frappa la table de la paume de sa main. Arrêtez de mentir, votre frère et votre mère dans les salles d'à côté ont déjà tout avoué. Les yeux de Michel s'écarquillèrent. Quoi, ils ont tout dit. Leclerc, sans ciller, continua son bluff. Votre frère Jean-Pierre a dit que c'est vous, Michel, qui avez coulé tout le ciment. Il a dit qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres.
Votre mère a dit la même chose. C'était la technique classique du dilemme du prisonnier. Le visage de Michel se tordit de trahison et de peur. Ce n'est pas possible. Mon frère a dit ça. Vous allez tout prendre sur le dos. Ça ne vous révolte pas. Non, ce n'est pas ça. C'est mon frère qui m'a forcé. Michel, n'y tenant plus, tenta de se lever, mais fut retenu par ses menottes. Forcé à quoi? Le clerc se pencha vers lui tel un prédateur. Michel se prit la tête entre les mains et hurla comme pour se libérer d'un poids. « Mon frère m'a dit de couler du ciment, c'est tout ce que j'ai fait. Je le jure, je n'ai pas tué ma belle-sœur. Je ne l'ai même pas touchée. » Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Leclerc. Alors qu'il a tué, les lèvres de Michel tremblaient, des larmes coulaient sur ses joues. Je ne sais vraiment pas. Quand je suis arrivé, elle était déjà. Michel, incapable de finir sa phrase, s'effondra en sanglots sur la table. Il venait d'avouer sa participation à la dissimulation du cadavre. Leclerc sortit de la salle et desserra sa cravate. Il dit à voix basse à l'inspecteur qui attendait dans le couloir: « Le maillon le plus faible a cédé. La partie est terminée. » De la salle 1, on entendait les hurlements de Martine. « Vous savez à qui vous parlez. » De la salle 2, la voix de Jean-Pierre criait « Une clope, donnez-moi une clope !» Et de la salle 3, les sanglots déchirants de Michel. La porte de la vérité scellée depuis 6 ans s'ouvrait dans un fracas de cris familiaux. Dans la salle d'interrogatoire numéro 2, l'atmosphère était électrique. Jean-Pierre, l'air sûr de lui, sortit un papier froissé de sa poche et le posa sur la table. « Monsieur le commissaire, on ne peut pas soupçonner les gens comme ça sans raison. Regardez, cette nuit-là, j'étais à Marseille. » Leclerc prit le papier. C'était le reçu d'un petit hôtel près du Vieux-Port. La date 6 novembre 1991 y était clairement inscrite. « Vous voyez, ma femme est morte dans un accident. Je n'étais pas là. Et ma mère ne sait rien non plus. Ce n'est pas un crime d'être allé prendre l'air à Marseille-ci. » Jean-Pierre se renversa sur sa chaise, un sourire narquois aux lèvres. Leclerc, sans un mot, examina le reçu à la lumière du néon. Il frotta doucement la date avec son doigt. L'encre, comme si elle n'était pas sèche, bava légèrement sur son doigt. Le regard de Leclerc se fit glacial. « Jean-Pierre, où avez-vous eu ce reçu ?» Jean-Pierre haussa les épaules, feignant la décontraction. « Où voulez-vous, à l'hôtel où j'ai dormi. Je l'ai retrouvé par hasard en rangeant des papiers. » Leclerc reposa le reçu et éclata de rire. « Jean-Pierre, si vous voulez mentir, faites-le au moins avec un peu de sérieux. En 1991, vous avez déjà vu un hôtel, vous imprimez un reçu avec une imprimante à jet d'encre. À l'époque, c'était écrit à la main ou avec un tampon. » Les muscles du visage de Jean-Pierre se contractèrent. C'était un grand hôtel, il devait avoir des machines modernes. Ah oui, et comment expliquez-vous ça? Regardez le chiffre 1. Leclerc pointa le bout de son stylo sur la date. La police et l'épaisseur sont différentes des autres chiffres. Surtout le dernier 1, il est particulièrement gras et tordu. Vous n'auriez pas trouvé un reçu de 1986 et modifié le dernier chiffre pour en faire un 1991 par hasard. Leclerc serra le reçu dans sa main. La falsification de preuves, c'est une circonstance aggravante. Vous voulez échapper à une accusation de meurtre pour vous retrouver avec une condamnation pour faux et usage de faux en plus. Les pupilles de Jean-Pierre se mirent à trembler. Sous la table, ses jambes s'agitèrent de manière incontrôlable. Au même moment, dans la salle voisine, les cris de Martine retentissaient. « C'est moi qui l'ai tuée. Mes enfants n'ont rien fait. Je l'ai poussée dans un accès de colère et elle est morte. » Martine frappait la table à 2 mains. L'inspecteur en face d'elle demanda calmement « Comment l'avez-vous tuée exactement ?» Martine s'arrêta net. « Je l'ai juste poussée et elle est tombée, sa tête a heurté quelque chose. » L'inspecteur continua imperturbable. « Le rapport d'autopsie parle d'un coup porté avec un objet contondant. Avec quoi l'avez-vous frappé ? Un bâton. » « Oui, c'est ça, je l'ai frappé avec un bâton qui traînait. » « Où l'avez-vous frappé ? » ?»« Sur le sommet du crâne, derrière la tête, sur le front. » Le regard de Martine errait perdu. Elle ne savait ni quelle était l'arme du crime, ni où le coup avait été porté. « J'étais énervé, je ne me souviens plus. Je l'ai frappé, c'est tout. Et comment avez-vous déplacé le corps seul et le ciment ? Vous avez fait tout ça, toute seule à votre âge. » Le visage de Martine devint pourpre. « Ça suffit. Ça vous amuse de détruire les familles. C'est ça le travail de la police. La morte ne peut plus parler, alors pourquoi vous acharner sur les vivants ? » L'inspecteur, considérant qu'il n'y avait plus rien à en tirer, se leva et sortit. Il rejoignit Leclerc qui attendait dans le couloir.
Commissaire, elle ne donne aucun détail concret. Elle ne connaît ni la méthode, ni le déroulement de la dissimulation. Leclerc hocha la tête. Comme prévu, elle essaie de couvrir ses fils. Ce n'est pas encore fini. Il retourna à son bureau et décrocha le téléphone. Il composa le numéro d'un informateur qui fréquentait les cercles de jeu de la région. « Allô chef, qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. Essaye de te souvenir d'il y a 6 ans. La nuit du 16 novembre 1991. Jean-Pierre Dubois, ça te dit quelque chose ?» Il eut un silence, puis la voix rauque reprit. « Ah, ce flambeur, bien sûr que je m'en souviens. Ce soir-là, il a perdu une fortune. Il a pété un câble, c'était quelque chose. » Leclerc colla le combiné à son oreille. « Tu es sûr vers quelle heure ? Vers 22, je peux, être 23. Il a tout perdu, il était fou de rage. Il a dit qu'il rentrait chez lui chercher de l'argent et il est parti en trombe. Ok, c'est certain alors. » Leclerc raccrocha avec un sourire glacial. La nuit du crime, Jean-Pierre n'était pas à Marseille, mais dans une partie de poker clandestine à Villeneuve. Et à court d'argent, il était rentré chez lui fou de rage. Leclerc, le dossier sous le bras, ouvrit brusquement la porte de la salle 2. Jean-Pierre, la tête basse, se rongeait les ongles. « Jean-Pierre, cette nuit-là, vous étiez à une partie de poker, n'est-ce pas ?» Les épaules de Jean-Pierre tressaillirent. « Fes 23 hoor. Vous avez tout perdu et vous êtes rentré chez vous. Un des joueurs s'en souvient très bien. Vous avez dit que vous alliez chercher de l'argent. » Jean-Pierre baissa encore plus la tête, fixant la poussière au sol. « Le reçu de Marseille est un faux, votre alibi est un mensonge. Qu'allez-vous inventer maintenant ?» Jean-Pierre se mordit les lèvres sans rien dire. Leclerc le laissa et se dirigea vers la salle 1. Martine fulminait toujours. Leclerc s'assit et lui tendit un verre d'eau. « Madame Dubois, vous saviez que votre fils Jean-Pierre avait volé les titres de propriété de la maison pour payer ses dettes de jeu, ce qui a mené à l'expulsion. » Les yeux de Martine s'écarquillèrent. « Quoi, qu'est-ce que vous racontez ? L'expulsion, madame. Vous ne saviez vraiment pas que votre fils avait hypothéqué la maison en secret pour emprunter de l'argent ?» Le visage de Martine se décomposa. « C'est vraiment Jean-Pierre qui a fait ça. Il y a 6 ans aussi, tout a commencé à cause de ses dettes de jeu. Pour prendre l'argent de votre belle-fille. À l'époque comme aujourd'hui, tout est à cause du jeu de votre fils. » Les yeux de Martine s'injectèrent de sang. La trahison de ce fils qu'elle avait protégé toute sa vie la poignardait en plein cœur. Leclerc asséna le coup final. « Madame Dubois, vous avez enterré votre belle-fille pour protéger votre fils, vous avez vécu sur sa tombe pendant 6 ans. Et ce fils, il a vendu la maison que vous avez protégée au péril de votre âme. Pour des dettes de jeu. » Martine se prit la tête entre les mains. Un cri rauque, presque animal, s'échappa de sa gorge. Ses épaules furent secouées de violents sanglots. Leclerc se leva et dit froidement « Votre fils dans la salle d'à côté, après que son faux alibi a été découvert, essaie maintenant de tout vous mettre sur le dos. Réfléchissez bien pour qui vous gardez le silence. » La porte se referma. Dans le silence de la salle, Martine Agarde regarda le plafond et murmura « Jean-Pierre, toi, ce n'est pas possible. » Dans les 3 salles, les calculs personnels commencèrent. Le mensonge qui les unissait au nom de la famille se transformait maintenant en une lame aiguisée, pointée sur la gorge de chacun. Leclerc, de retour à son bureau, dit à son commandant « Les suspects sont psychologiquement à bout, la méfiance s'est installée entre eux. Il ne nous manque plus qu'une preuve matérielle décisive pour obtenir des aveux complets. » Quelle preuve ? On n'a rien trouvé. Le tisonnier retrouvé près de la cheminée. Il était trop rouillé pour les empreintes, mais je vais demander une 2e analyse plus poussée. On pourrait trouver une réaction au luminol des traces de sang. Le commandant approuva. « D'accord, demande ça en urgence. Le temps joue contre nous. » Le soleil se couchait. Dans le couloir, les gémissements et les cris des 3 suspects se mêlaient encore. Le mur de béton qui recouvrait la vérité était fissuré et le filet de l'enquête se resserrait. Le fax du bureau de la brigade de recherche cracha une feuille dans un bruit strident. Le commissaire Leclerc s'empara du document encore chaud. C'était le rapport d'expertise de l'Institut médico-légal de Lyon. Constat d'une fracture par enfoncement sur l'os occipital du crâne de la victime. La forme de l'impact suggère un objet contondant de forme hexagonale. Leclerc parcourut rapidement le rapport. Hexagonal. Mon intuition était la bonne. La page suivante montrait la photo de la pièce à conviction, un lourd tisonnier en fonte couvert de rouille retrouvé dans les décombres de la cheminée. Son extrémité zoomée était de forme parfaitement hexagonale. L'arme du crime, c'est certain.
C'est avec ça qu'on lui a fracassé le crâne. Mais en lisant la dernière ligne, le front de Leclerc se plissa. En raison de la corrosion avancée de la surface, aucune empreinte digitale exploitable n'a pu être relevée. Maire de Sixan ont eu raison des empreintes. L'arme était identifiée, mais le smoking gun, la preuve irréfutable de l'identité de celui qui la tenait, avait disparu. Leclerc s'approcha de la fenêtre et alluma une cigarette. Pas d'empreinte, et alors le coupable est l'un des trois. Il écrasa sa cigarette et se leva. Faire parler des empreintes qui n'existent pas, c'est aussi ça le travail d'un flic. Il prit une feuille de papier A4, griffonna quelque chose et la glissa dans une enveloppe. La porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit. Martine leva difficilement la tête. Après 2 jours sans sommeil, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Leclerc s'assit et posa l'enveloppe sur la table. Madame Dubois, les résultats de Lyon viennent d'arriver. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Quelque chose de très intéressant. Leclerc sortit la photo du tisonnier rouillé. Vous vous souvenez de ça ? On l'a trouvé dans les décombres. La forme de son extrémité correspond parfaitement à la fracture sur le crâne de la victime. C'est l'arme du crime. Martine détourna la tête avec un rictus. Et alors toutes les vieilles maisons de campagne ont un tisonnier comme ça. Je ne sais pas ce que c'est. Leclerc se pencha vers elle. Mais il y a un détail amusant, Madame Dubois. L'intérieur de la poignée de ce tisonnier. Il tapota la poignée sur la photo. Était protégé par une couche de graisse et de suie. La rouille ne l'a pas attaqué. Il était parfaitement conservé. Le regard de Martine revint malgré elle sur la photo. Une empreinte digitale est restée intacte pendant 6 ans. C'est un miracle. Le sang quitta le visage de Martine. Une empreinte, oui. Les experts sont en train de la comparer. Dans peu de temps, on saura exactement qui tenait cet objet. Ce n'est qu'une question d'heure. Leclerc s'adossa à sa chaise. Si vous parlez maintenant, vous pourriez bénéficier de circonstances atténuantes. Un accident, un coup parti tout seul. Mais si vous continuez à nier et que les résultats tombent, il sera trop tard. Beaucoup trop tard. Les mains de Martine tremblaient sur la table. Sentant que ses défenses s'effondraient, Leclerc sortit un autre papier de l'enveloppe. Et ça, c'est ce que votre fils Jean-Pierre a écrit. Il glissa la feuille vers elle. C'était une déposition écrite à la hâte. Martine la prit d'une main tremblante. Les mots étaient flous, mais quelques-uns la poignardèrent. C'est ma mère qui a pris le tisonnier. J'ai essayé de l'arrêter, mais dans sa colère. La main de Martine se mit à trembler si fort que le papier se froissa. Jean-Pierre. Mon Jean-Pierre a écrit ça. Leclerc la fixait silencieux et glacial. Mon propre fils. Pour sauver sa peau, il vend sa mère. De grosses larmes tombèrent des yeux de Martine mouillant la fausse déposition. Elle se mordit les lèvres jusqu'au sang. La trahison de ce fils qu'elle avait protégé toute sa vie brisa sa dernière parcelle de résistance. « Ah !» Elle poussa un hurlement sauvage. « Oui, c'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai frappé à la tête avec ce tisonnier. Elle m'avait provoqué. Elle voulait empêcher mon fils de s'en sortir. Je lui ai demandé de l'argent pour payer ses dettes et elle a refusé. Elle a crié qu'elle ne donnerait jamais un centime. « Et vous l'avez frappé ?» demanda calmement Leclerc. « Oui, dans un accès de colère, j'ai pris la première chose qui me tombait sous la main et je l'ai frappée une fois. Une seule fois, et elle s'est écroulée. Je ne savais pas qu'elle mourrait si facilement. » Martine s'effondra la tête dans ses mains. « Jean-Pierre, ta pauvre mère a fait cette chose horrible pour te sauver. Et toi, tu me trahis. Comment as-tu pu me faire ça ?» Leclerc se leva. « Nous allons rédiger votre déposition. Vous la signerez. » La porte se referma, laissant Martine à ses sanglots déchirants. Leclerc se dirigea vers la salle 3. Michel était recroquevillé sur sa chaise. « Michel, votre mère a avoué. Elle a tout raconté. » Michel sursauta. « Maintenant, c'est votre tour. Racontez ce que vous avez fait cette nuit-là, si vous ne voulez pas tout prendre sur le dos. » Après une longue hésitation, Michel céda. « Je n'ai fait que couler le ciment. » Des larmes brûlantes coulèrent sur ses joues. C'est mon frère qui m'a forcé. Quand je suis arrivé, ma belle-sœur était par terre, la tête en sang. Mon frère m'a hurlé de préparer le ciment. Il a dit qu'il me tuerait si je ne le faisais pas. Et après avoir enterré le corps qui a brûlé les vêtements, c'est ma mère. Elle m'a dit de brûler les vêtements et les draps pleins de sang dans le baril. J'ai tout brûlé, ses robes, les photos du bébé. Michel se frappa le front contre la table secouée de sanglots. J'avais tellement peur. J'ai fait tout ce que mon frère et ma mère m'ont dit. Pendant 6 ans, j'ai fait des cauchemars toutes les nuits. Je voyais ma belle-sœur me fixer. Je suis désolé.
Toutes les dépositions recueillies, Leclerc retourna à son bureau. Il faisait nuit. Un inspecteur lui tendit un café. « Commissaire, tout à l'heure avec Madame Dubois. L'empreinte sur le tisonnier, elle existait vraiment. » Leclerc secoua la tête. Non, il n'y avait rien. La rouille avait tout détruit. Et la déposition, celle où Jean-Pierre accusait sa mère? Jean-Pierre n'a jamais rien dit de lui-même jusqu'au bout. Cette déposition, c'est moi qui l'ai écrite en vitesse. C'était un faux. L'inspecteur était bouche bée. Alors, c'était de la comédie. Leclerc regarda l'obscurité par la fenêtre. Un bout de métal rouillé ne parle pas. Mais les gens, eux, parlent. Une famille qui ne se fait plus confiance s'effondre d'elle-même. C'est quand ce mince vernis de confiance se brise que la vérité jaillit. Le squelette froid et le tisonnier rouillé avaient enfin parlé après 6 ans. Le désir sordide et la trahison d'une famille unie par le nom mais pas par le cœur étaient enfin révélés au grand jour. 16 novembre 1991. Une pluie diluvienne s'abattait sur Villeneuve-sur-Durance. Au Moulin d'Or, une bête féroce rendue folle par l'odeur de l'argent était déchaînée. « Où tu as caché l'argent, sors-le tout de suite !» Jean-Pierre avait attrapé sa femme Cécile par les cheveux et la secouait comme une poupée de chiffon. Cécile, terrifiée, tentait de se libérer. « Non, c'est l'argent pour les études de Lucas Jamais. Je ne te le donnerai pas, même si je dois en mourir. » Les yeux de Jean-Pierre devinrent fous. Il venait de tout perdre au poker et l'usurier l'avait menacé de lui couper la main s'il ne remboursait pas le lendemain. « Espèce de garce, ton mari va se faire tuer et tu penses à l'argent. » Il lui donna un violent coup de pied dans les côtes. Un bruit sinistre de fracture se fit entendre. Cécile poussa un cri et s'effondra se tordant de douleur. Jean-Pierre, ignorant sa souffrance, se mit à saccager la pièce, cherchant l'argent. Mais il ne trouva rien. Mais où est-ce qu'elle l'a planqué? Fou de rage, il sortit. « Si je ne le trouve pas ce soir, je fous le feu à la baraque. » Il disparut sous la pluie. Cécile gisait sur le sol. La douleur de ses côtes cassées lui coupait le souffle, mais elle luttait pour ne pas perdre connaissance. La porte s'ouvrit. C'était sa belle-mère Martine. Elle regarda la pièce dévastée, puis sa belle-fille au sol. « Arrête de faire ta comédienne et lève-toi. » Sa voix était dépourvue de toute compassion. « Maman, où est l'argent, donne-le. Il faut le donner à Jean-Pierre. » Cécile serra les dents et secoua la tête. « Non, c'est l'argent de Lucas. C'est l'argent que j'ai économisé en me privant de tout. Je ne le donnerai jamais. » Martine s'approcha. « Mon fils va se faire tuer par des usuriers et toi tu restes assis sur l'argent. Si Jean-Pierre arrêtait de jouer, on n'en serait pas là. » Cécile, malgré la douleur, se releva en s'appuyant au mur. Une colère longtemps contenue explosa dans ses yeux. « Vous savez à quel point j'ai travaillé comme une esclave pour payer ses dettes. Cet argent, c'est mon sang et ma sueur. » Le visage de Martine vira au rouge. « Comment oses-tu me regarder comme ça et me répondre ? Je ne réponds pas, je dis la vérité. Si je lui donne cet argent, il retournera jouer. C'est non, jamais. » Cécile joua sa dernière carte. « Demain à la première heure, j'irai à la gendarmerie. Je vais tout raconter. » Les sourcils de Martine tressaillirent. « Quoi, la gendarmerie ? Oui. Je vais porter plainte contre mon mari pour coups et blessures pour ses dettes de jeu. Je vais le faire mettre en prison. Je n'en peux plus. » Les pupilles de Martine se dilatèrent. L'image de son fils adoré menotté emmené par les gendarmes lui était insupportable. Non, mon fils que j'ai élevé pendant 40 ans en pressant de l'huile ne deviendra pas un prisonnier. Son regard se posa sur le lourd tisonnier en fond à côté de la cheminée. Comme possédée, elle s'en empara. « Maman, qu'est-ce que vous faites ?» Cécile recula terrifiée, mais son dos heurta le mur. Dans les yeux de Martine, il n'y avait plus de raison, seulement de la folie. « Tu crois que je vais te laisser gâcher la vie de mon fils jamais, tant que je serai en vie ?» Martine leva le tisonnier au-dessus de sa tête. « Maman, non. » Un coup sourd et horrible se mêla au bruit de la pluie. Le corps de Cécile s'effondra. Sa vue se brouilla, l'obscurité l'envahit. Sa main serrait désespérément quelque chose dans sa poche, la petite bague en or du baptême de son fils Lucas. C'est en la tenant qu'elle ferma les yeux pour la dernière fois. Martine laissa tomber le tisonnier ensanglanté. Ses mains se mirent à trembler. Un peu plus tard, Jean-Pierre revint. « Tu l'as trouvé, maman, tu as trouvé l'argent. » En voyant sa femme inerte au sol, il se figea. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» Martine l'attrapa par le bras. « Jean-Pierre, écoute-moi bien, c'est toi qui l'as poussée. C'est quand tu l'as frappée tout à l'heure qu'elle est tombée. »« Quoi, non, je lui ai juste donné un coup de pied. Tu l'as frappée ?»« J'ai entendu ses os craquer. C'est pour ça qu'elle est morte. » Martine le secoua, commençant son travail de manipulation mentale. « Elle est morte. » Le visage de Jean-Pierre devint livide. «
Oui, elle est morte. Si les gendarmes viennent, tu iras en prison pour meurtre. Tu veux pourrir en tôle. Maman, qu'est-ce que je vais faire, aide-moi. Ne t'inquiète pas, maman va tout arranger. Toi tout est ice. Martine courut réveiller son fils cadet Michel. Michel, lève-toi vite. Maman, qu'est-ce qui se passe? Michel ne pose pas de questions. Va chercher du ciment à la cave. Vite. Du ciment maintenant, pourquoi? Fais ce que je te dis, sinon on est tous morts. Cette nuit-là, la mère et ses 2 fils se retrouvèrent dans la petite remise. Jean-Pierre et Michel soulevèrent la sole de la cheminée, révélant la terre battue. Martine traîna le corps froid de Cécile. Ils creusèrent un trou. Michel, en larmes, prépara le ciment. Le bruit de la pelle se mêlait sinistrement à celui de la pluie. En pleurant, il versa le mélange gris sur le corps de sa belle-sœur. « Cécile, pardon. Je suis désolé. » Martine ordonna froidement « Recouvrez tout. Mettez-en une bonne couche pour que l'odeur ne sorte pas. » Le ciment durcit, scellant avec lui l'injustice. À l'aube, Martine brûla les vêtements ensanglantés et les photos de Cécile et de son bébé. Elle jetait du sel sur les flammes en marmonnant « Ne reviens pas. Même en fantôme, ne reviens pas. Va-t'en. » Après ça, Martine cadenassa la porte de la remise. Personne n'y entra plus jamais. Pendant 6 ans, elle a pensé se sacrifier pour sauver son fils. Mais ironiquement, c'est ce même fils qui l'a trahi. La maison qu'elle avait protégée pendant 6 ans en vivant sur un cadavre son fils, l'a livrée aux usuriers pour des dettes de jeu. Le jour où la pelleteuse a abattu le mur de la remise, l'horloge de la vérité arrêtée depuis 6 ans s'est remise en marche. De la manière la plus cruelle et la plus stupide, le fils qu'elle aimait tant a révélé au monde l'horrible secret de sa mère. Printemps 1998. Tribunal de grande instance de Carpentras. Le silence était pesant. Le président du tribunal ajusta ses lunettes et commença la lecture du jugement. Le tribunal déclare l'accusée Martine Dubois coupable et la condamne à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Martine, la tête basse, ne bougea pas. Seules ses mains ridées et menottées tremblaient. Le tribunal déclare l'accusé Jean-Pierre Dubois coupable et le condamne à une peine de 7 ans d'emprisonnement. Jean-Pierre serra les lèvres, un mélange de colère et d'injustice dans le regard. Le tribunal déclare l'accusé Michel Dubois coupable et le condamne à une peine de 3 ans d'emprisonnement. Michel s'effondra presque secoué de sanglots. Le coup de marteau du président retentit. Dehors dans le couloir, sur le chemin du fourgon cellulaire, Martine s'arrêta. Elle regarda le dos de son fils Jean-Pierre qui marchait devant elle. Jean-Pierre? Sa voix rauque brisa le silence. Jean-Pierre ne se retourna pas. Martine, se débattant, tendit ses mains menottées vers lui. « Jean-Pierre, regarde ta mère, je suis là. » Il s'arrêta, se retourna lentement. Son regard était si froid, si vide, qu'il glaça le sang de ceux qui le virent. Un regard de mépris comme pour une étrangère. Puis il se détourna et monta dans le fourgon. « Jean-Pierre, Jean-Pierre !» Les cris désespérés de Martine résonnèrent, mais la porte se referma lourdement. Elle resta là figée, regardant le fourgon s'éloigner. Des larmes brûlantes coulèrent sur ses joues. L'image d'une mère abandonnée par le fils pour lequel elle avait tout sacrifié. Dans un coin du hall, un enfant était assis seul, le petit Lucas. Ses baskets trouées témoignaient de sa vie misérable. Des membres de la famille passaient sans lui jeter un regard chuchotant « Quelle histoire sordide ! On ne veut rien savoir !» La barrière de la famille s'était effondrée. Un employé de l'aide sociale à l'enfance s'approcha. « Lucas, on y va. »« On va où ?» demanda l'enfant d'une voix vide. « Dans ta nouvelle maison ? Il y a plein d'autres enfants, tu verras, c'est bien. » Lucas se leva. Sa mère était revenue de la terre froide, mais il ne la reverrait plus. Son père et sa grand-mère allaient en prison. Seul au monde, il monta dans la voiture. Quelques jours plus tard, Isabelle Blanchard se rendit au foyer où Lucas avait été placé. Elle tendit un livret de caisse d'épargne à la directrice. « Madame, je voudrais verser une petite somme tous les mois, pour Lucas, mais c'est très généreux. Vous n'êtes pas de sa famille. » Isabelle essuya une larme. « C'est parce que je suis coupable. Pendant 6 ans, j'ai tout su et je n'ai rien dit. J'avais trop peur. C'est le moins que je puisse faire pour que Cécile me pardonne un peu. » L'été arriva. Le moulin d'or fut entièrement rasé. Il ne restait plus qu'un terrain vague envahi par les mauvaises herbes. Personne ne voulait acheter ce terrain maudit. L'automne venu, le commissaire Leclerc revint sur les lieux. Une bouteille de vin rouge dans une main, un paquet de gâteaux dans l'autre. Il s'assit au milieu des herbes folles, déboucha la bouteille et versa un peu de vin sur la terre sèche. Cécile reposait en paix maintenant, dans un endroit plus grand et moins sombre. Il ouvrit le paquet de gâteaux et en émietta quelques-uns.
J'ai entendu dire que vous aimiez les sucreries, pardon de ne pas avoir de café chaud. » Le vent emporta les miettes. Une odeur étrange flottait dans l'air. Une odeur tenace et douceâtre d'huile d'olive. Pfiou, cette odeur à la vie dure. C'était l'odeur qui, 6 ans plus tôt, avait dû couvrir celle du sang et de la pluie. Le clerc alluma une cigarette. Au loin, il entendait les conversations des marchands. « Cette maison, ça me donne encore la chair de poule. Les gens sont plus effrayants que les fantômes. » Il écrasa sa cigarette. C'est vrai que les gens sont effrayants. Quand ils sont aveuglés par l'argent et les liens du sang, ils deviennent pires que des bêtes. Il s'éloigna, sa longue ombre balayant le terrain vague. Le ciel à l'ouest rougissait. Sa silhouette disparut dans l'obscurité du marché. Sur le terrain abandonné seul, les mauvaises herbes bruissaient dans le vent. Sur un débris de tuiles, une feuille morte tomba. De cette tragédie née de la cupidité et de l'amour filial perverti, il ne restait rien d'autre qu'un terrain en friche et les fragments d'une famille brisée. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Un petit commentaire pour nous dire que vous avez apprécié serait un grand encouragement. Nous vous souhaitons une journée pleine de lumière et de paix. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime. Merci.